Très bien. Ça a pas commencé. Ça a pas encore commencé, non. Quelle heure le règle Apprentice? Je pense qu'on part dans 15 minutes. 15 minutes. On mate cette vidéo et ensuite on se mate Apprentice, ok? Putain, j'ai soif, je vais pas manger en fait. J'aurais dû manger avant. On ferait pas un petit Marble game? Ah, on se refera ça bientôt, ouais. Je tente un record du monde de Stade Charletti avec RMC le 8 juin. Tu es au courant, PA? Qu'est-ce que tu fous, Super Frites? Raconte-nous, Super Frites. Que se passe-t-il? Ok. Le 16 août 2009. Alors. Sur la piste du stade olympique, 8 hommes vont s'affronter lors de la finale. Les records olympiques impossibles à battre. D'athlétisme. À ce moment précis, il ne le sait peut-être pas encore, mais Usain Bolt s'apprête à repousser les limites humaines. Le premier départ, le bon, ça y est, Usain Bolt est parti. L'express, le TGV est parti, Usain Bolt, 958, record du monde. Avec ce chrono, le sprinter jamaïcain améliore le précédent record du monde, qu'il détenait déjà, de 9 centièmes. Une étude publiée en 2013 explique qu'Usain Bolt a atteint lors de cette course une vitesse maximale de 12,2 mètres par seconde. Jamais un homme n'avait couru aussi vite. Et 14 ans après, ça fait combien en kilomètres heure? Toujours inégalé. En 2023, la meilleure performance de l'année est de 9 secondes 83. C'est évidemment monstrueux, mais ça reste loin derrière Usain Bolt. Mais ce n'est pas le seul record du monde avec une telle longévité. Depuis plusieurs années, les athlètes parviennent de moins en moins à battre les meilleures performances dans leur discipline. Est-ce qu'il s'agit d'une simple stagnation ou les athlètes le petit plan course ont-ils atteint leurs limites? x 3,6. Ça fait combien du coup? 44 km/h? Ah ouais. Mais non, Dairissou. Ah quand même, 43-44. Loin, un petit message du sponsor de notre vidéo, le jeu mobile Play for Plankton du projet... Putain, je pensais que c'était un média, ils se glissent des petites OP. Ils ont raison, ils font du bon taf. 12 mètres secondes, c'était pas ta vitesse moyenne au marathon, je crois que si. Hein. Je crois qu'on était quasi là. Une précision. Ici, on ne va parler que des disciplines d'athlétisme présentes aux Jeux Olympiques, ce qui exclut donc certaines disciplines. Sur longueur, c'est resté hyper longtemps, non aussi. On va aussi parler un tout petit peu de para-athlétisme et de natation. Les Jeux Olympiques comptent donc 26 épreuves d'athlétisme. Si l'on met de côté le 35 km marche mixte qui vient tout juste d'être créé, cela nous fait un total de 47 records du monde. 23 dans les épreuves masculines, 23 dans les épreuves féminines et une dans l'épreuve mixte du 4x400 mètres. Et sur ces 47 performances, 26 ont été établies il y a plus de 10 ans. On a eu une très forte phase de progression à sortir de la Seconde Guerre mondiale. On a eu plein d'évolutions qui sont des évolutions technologiques, de et maintenant ça bégaye sociétales. Et depuis les années 2000, il y a un vrai ralentissement qui existe et on n'a pas été capable aujourd'hui de s'en défaire de ce ralentissement. A l'inverse, les athlètes des disciplines... Lenny, calme-toi. Déjà bravo pour ton diplôme. Mais je te vois, calme-toi mon frère. Paralympiques sont encore très loin de leur plafond de verre. Rien qu'aux mondiaux de para-athlétisme de 2023, 36 records du monde ont été battus. Et plusieurs facteurs expliquent cette différence. Il y a quand même une représentation sociale et culturelle du handicap qui a quand même évolué et qui a vraiment explosé aux Jeux paralympiques de Londres. Et du coup, il y a eu un intérêt dans différents domaines déjà de la technologie qui a quand même beaucoup investi le parasport, que ce soit pour les fauteuils, si on prend le paraathlétisme, que ce soit pour les prothèses. Cette innovation technologique, ça a forcément fait un bond aussi dans les performances, en tout cas pour ces déficiences-là. Les para-athlètes peuvent donc disciplines encore aussi, aller chercher beaucoup de records. Mais qu'en est-il des sportifs dits valides? Eh bien, des chercheurs de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, l'IRMES, ont essayé de déterminer la limite humaine pour chaque discipline d'athlétisme. Prenons par exemple l'épreuve du saut en hauteur, dont le record du monde de 2,45 m a été établi en 1993 par le Cubain Javier Sotomayor. En compilant les meilleures performances... Sotomayor, il n'a pas été battu depuis ? De l'histoire dans cette discipline, les chercheurs ont tracé une courbe pour déterminer la hauteur maximale que l'être humain sautera. Non. Ah, il a sauté 2,45 m il y a 30 ans quelques. Et depuis, c'est toujours lui, quoi. Parce que c'est vrai que ce nom... Fosbury et lui, quoi, on connaît, mais... D'après ce calcul, la limite serait aux... C'est 2,43 sinon qu'ils ont fait. Alentour de 2,50 m. 2,45, c'est un but de foot, la folie. Ah ouais, c'est la hauteur c'est la hauteur de la barre au foot, 2,45 ? Parce que c'est vrai que parfois c'est dur de se rendre compte exactement. C'est 2,45 la barre de foot ? Attends, je dois tendre le bras et je dois sauter. Ah ouais, ça doit être à peu près ça.
Ça doit... Putain, la vache. Ah oui, c'est vrai que passer le dos, la tête et le dos... Depuis, quelques athlètes sont parvenus à faire mentir ces courbes, comme Usain Bolt aux 100 mètres et 200 mètres, ou le Suédois Armand Duplantis la cage. au saut à la perche. Ah ouais. Ah, Duplantis, c'est un monstre absolu. Joli. Le problème, c'est que l'écart entre les anciens Il nous régale et les le nouveaux journaliste records là, vraiment. est de moins en moins important. Les différences se mesurent désormais au millième de seconde ou au millimètre près. Malgré ces quelques exploits, la majorité des limites calculées par les chercheurs de l'IRMES tiennent encore aujourd'hui. C'est le cas au lancer du disque ou bien au saut en longueur. On peut aussi citer les 100 mètres et 200 mètres féminins où les records de Florence Griffith-Joyner restent imbattus depuis 1988. Mais il est possible que certaines de ces performances faussent complètement les calculs des chercheurs. Ça fait 40 ans qu'elle a le record. On a des doutes sur ces performances-là. Florence Griffith-Joyner, elle est morte à 38 ans dans son sommeil d'une crise d'épilepsie. Puis d'un coup, elle a augmenté sa musculature, donc on suppose la prise de stéroïdes. Dans l'Allemagne de l'Est, il y avait des protocoles de dopage d'État avec des doses de stéroïdes qui étaient injectées aux athlètes. Voilà, il y a tout ce nuage d'éléments qui nous posent question sur ces valeurs. À plusieurs reprises, des fédérations d'athlétisme ont Bah c'est vrai que pour qu'un record tienne 40 ans, malgré tout, avec l'évolution, genre des techniques, l'évolution du matos, après parfois c'est aussi un peu nerf, tu vois, le matos, etc. Mais soit t'es vraiment un surhumain et t'en as un tous les 100 ans comme toi, soit ça peut être bizarre, quoi. Mais... demander l'annulation des records établis durant cette période, sans que cela n'aboutisse pour l'instant. Mais est-ce que ces suspicions de dopage suffisent à expliquer la stagnation de ces dernières années? Non, on la double, on la refait, je trouve sur la fin t'étais un peu moyen. En fait, la raison première est à chercher du côté physiologique. L'être humain a simplement atteint certaines de ses limites. Durant le XXe siècle, la qualité de vie s'est améliorée sur presque l'ensemble du globe. On mange mieux, on se soigne mieux, on vit plus longtemps. Résultat, l'être humain a vu sa taille et son poids moyen croître. Rien qu'en Europe, entre les années 1850 et 1980, la taille moyenne a augmenté de 11 cm. Même si ce n'est pas l'élément primordial dans chaque discipline, le fait d'être plus grand permet entre autres d'avoir plus de force. Problème depuis une trentaine d'années, son hauteur et tout, bon. Plus vraiment. Pire, dans cette étude parue en 2017, des chercheurs français estiment que l'être humain n'a jamais été aussi proche d'atteindre sa taille maximale. Autre exemple de limitation que l'on peut identifier et qui concerne principalement les épreuves de fond, c'est Flora qui nous dit pourquoi je fais 1m45 à 24 ans, Flora. Flora, tu aides la moyenne mondiale. Et pour ça, Flora, on te félicite tous. Bravo. C'est-à-dire les courses de plus de 5 km. C'est l'endurance. Selon une étude publiée en 2019, on ne peut pas dépenser plus de 10 000 calories par jour, soit 2,5 fois la quantité de calories que dépense au quotidien une personne de corpulence normale. Au-delà, le système digestif de l'individu lâcherait. Bref, des contraintes de ce type, on pourrait encore en citer plusieurs, à commencer par l'âge ou la consommation maximale d'oxygène de l'organisme, la fameuse VO2 max. Et ces limitations peuvent en partie expliquer pourquoi certains athlètes se dopent. En utilisant les bons produits comme les stéroïdes, il est possible de s'affranchir des limites humaines, mais le risque pour la santé est énorme, notamment pour le système cardiovasculaire. Suffisant pour décourager les athlètes qui envisagent cette option? Pas vraiment. Dans une étude menée à l'université de Lausanne en Suisse, on apprend que 18% des athlètes des épreuves d'endurance aux mondiaux de 2011 et de 2013 ont eu recours au dopage sanguin. Certains athlètes ont aussi battu des records en modifiant les conditions environnementales. Le sprinter états-unien Justin Gatlin a réussi à courir plus vite qu'Usain Bolt. Mais j'ai jamais vu ça! Un ventilateur situé derrière lui. Mais dans ces circonstances... Mais attendez, mais j'ai jamais vu ce truc! C'est la télé japonaise, ça! Justin Gatling, comme ça? 9,45. Mais attendez, ils ont fait un truc où en gros... Parce que je crois que... Alors, je veux pas dire de la merde, mais en athlétisme, en fonction de certaines conditions météorologiques, genre, tu peux te faire cancel un record, non? Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Sacha Zoya, par exemple, il avait couru, sauf que le vent était tellement favorable que ça compte pas, parce qu'on dit, en fait, le vent, vraiment, juste est poussé, quoi. C'est ça, ouais. Plus de 2 mètres par seconde et le record compte pas. Ah, mais là, il est vraiment... il est envoyé, quoi. Vraiment, les petits ventilos me terminent. 9,58. Et il fait combien? Il fait 9,45. Ah oui, il explose, là. Unofficially.
Il y avait 9 mètres secondes de vent. Ah ouais, il s'est fait propulse. Ils sont contents premier degré. Bah ça reste très stylé. Je peux vous dire que même si on te fout un ventilateur géant, on passe pas sous les 10 secondes. Hein. Ça doit être marrant de courir avec autant de vent, genre en mode t'es sous boost quoi. Ah j'avais jamais vu ça. Est-ce qu'on peut encore parler de record du monde? Pour les instances internationales, c'est non. Est-ce qu'il reste alors des axes de progression permettant de... À savoir qu'il était chargé de base, Gatling. Ah putain, ils font chier aussi. Hein. C'est vrai que... pousser les performances encore plus... 2 mètres secondes égale 8 km/h de vent. C'est pas beaucoup, mais ça fait une grosse diff. Plus loin. Heureusement pour les athlètes, la réponse est ceux qui avaient partagé la médaille. La marge de manœuvre, étonnamment, est physiologique. Et cela concerne principalement les athlètes féminines, et ce en raison de variations hormonales. Ce que nous faisons alors, c'est d'identifier les différentes phases hormonales au cours du cycle menstruel pour comprendre quelle est la fenêtre optimale où les femmes sont en mesure de produire plus de puissance, plus d'énergie. En fonction, tu peux être au max. À chaque mois, augmenter l'entraînement pendant cette phase pour essayer de gagner ce qu'on peut appeler des gains marginaux, mais qui dans le sport de niveau, il n'y a pas des petits gains. Ensuite, il y a l'aspect technique. Ouais, les gains marginaux, ils rigolent pas quand même. Avec la professionnalisation de leur discipline, les athlètes ont développé de nouvelles manières de courir, de sauter, de lancer. La plus mythique est peut-être celle du Fosbury Flop. Cette technique du saut en hauteur vous paraît certainement normale, mais avant 1968, la majorité... Ça envoyait les jambes en premier. Ouais, lui, il a envoyé un ciseau, l'autre, là, juste avant. Il a fallu attendre la victoire de Dick Fosbury au JO de Mexico pour voir la technique du rouleau dorsal se généraliser et ainsi permettre... Les perfs qui changent en fonction du cycle, c'est tellement réel. Je perds 1 seconde au kilomètre pendant mes règles JPP. Un gain de hauteur dans l'épreuve. Plus récemment, en natation, cette fois-ci, le Français Léon Marchand a perfectionné la technique de la coulée. Cette phase où les nageurs sont immergés, ce qui leur permet d'aller 20% plus vite que durant le reste de la course. Grâce à cela, Marchand est parvenu à battre plusieurs records de la légende de la natation, le boss, Michael Phelps. Le troisième axe d'évolution est plutôt d'ordre technologique. Même si les innovations sont moins nombreuses qu'auparavant, certaines parviennent encore à bouleverser des disciplines, notamment les prothèses destinées aux para-athlètes. Mais l'exemple le plus connu est certainement celui des combinaisons de natation en polyuréthane. À la fin des années 2000, les combinaisons faites de cette matière, qui augmente la flottabilité, ont permis aux nageurs d'augmenter grandement leur vitesse. Le gain a été tellement important que ces combinaisons ont fini par être interdites. Dernière technologie en date qui pose question sur son usage, ce sont les chaussures à plaques de carbone. Placées à l'intérieur de la semelle, ce matériau offre un retour d'énergie aux coureurs, donc une plus grande vitesse. Quand on dit que les sportifs sont tous à égalité, vous voyez bien qu'en fait, en fonction du matériel que vous avez, c'est pas vrai. Parce qu'il faut savoir qu'au Jeux de Tokyo, tout le monde n'a pas eu accès à ces fameuses chaussures. Pour avoir discuté avec certains entraîneurs, eux, ils disent que sur le 400 mètres haies, ces chaussures, elles ont donné une progression d'1 seconde sur les performances. Donc c'est énorme. Cette inégalité économique, elle met en évidence une autre marge de progression possible, le suivi économique des athlètes. Dans un rapport parlementaire de 2016, on apprenait que 40% des sportifs français de haut niveau vivaient sous le seuil de pauvreté. Avoir moins d'argent, ça a des effets sur tout. Sur l'accès aux compétitions, sur la visibilité et donc les gains futurs. Et aussi, on se rend compte que ça a des effets sur le mental. C'est-à-dire que les athlètes vont très facilement faire des dépressions, avoir des difficultés de couple, des difficultés dans la famille, un soutien moins important. Donc en fait, c'est un effet boule de neige. Ces facteurs économiques ont aussi une incidence sur le mental des athlètes. Oui, forcément, quoi. Quand t'es au JO et que tu gagnes pas le SMIC à côté, t'es un peu en mode, bon, t'as une certaine pression, quoi. Et donc leur capacité à performer au haut niveau. C'est ce que plusieurs études ont pu démontrer ces dernières années. On verra meilleur au JO uniquement sur la pub Gillette par contre. Non, meilleur c'est son storytelling de blessure. Meilleur avant les compétitions, là où il est le meilleur, c'est généralement quand... Sans pardon le jeu de mots, mais... c'est que tu vois, il nous a fait une petite feinte avant, tac, est-ce que vraiment il est prêt? Bon, à un moment, par contre, faut y aller, parce que là, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de fenêtres de tir. Mais... En France, l'Agence nationale du sport a obtenu des moyens supplémentaires dans l'accompagnement financier des athlètes et des para-athlètes, hausse qui peut s'expliquer par l'organisation des JO à Paris. Reste à voir si cela sera suffisant. Finalement, il reste un dernier levier à activer pour encore repousser les limites humaines, la génétique. Alors attention, on ne parle pas ici de dopage génétique, une pratique qui vise à modifier des séquences d'ADN. On parle plutôt de repérer des athlètes pouvant performer dans une discipline en fonction de critères génétiques. La prédisposition génétique concerne
tous les attributs physiologiques. Juste pour donner un exemple simple, la taille a une influence importante pour plusieurs sports. Pour être un basketteur ou basketteuse, il faut être grand. Ces paramètres-là, la taille, il est déterminé en 80% par la génétique. Et c'est juste un paramètre non négligeable pour la réussite d'un certain nombre de sports. L'autre aspect de la génétique tu t'adaptes en fonction souvent, quoi. Et l'héritabilité de la performance. Dans une étude portant sur les athlètes ayant participé aux JO d'été et d'hiver de 1896 à 2012, les chercheurs ont constaté que si vous avez un frère ou une sœur médaillée olympique, vous avez 64,8% de chances de le devenir aussi. Et cette héritabilité, elle a une part l'ADN de zinzin. génétique, mais elle a une part aussi qui est environnementale, c'est-à-dire d'avoir un frère qui réussit dans le sport, être son petit frère, ça peut favoriser l'entrée dans des clubs, l'accès aux installations sportives, aux bons entraîneurs. On peut citer comme exemple Laure et Florent Manodou, une sœur et un frère ayant chacun remporté un titre olympique en natation. Bref, en optimisant l'identification des talents et en espérant la naissance d'un nouveau Bolt, on pourrait voir émerger un ou une athlète capable de battre des records qui perdurent. Mais surtout, il va falloir accepter que l'humain finira tôt ou tard par atteindre ses limites. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On espère c'était très sympa, mec. Comme vous le savez, Paris va accueillir les prochains Jeux Olympiques. Du coup, est-ce que vous pensez que des records vont être battus à cette occasion? Dans les commentaires? Si oui, lesquels? Dites-le nous dans les commentaires et on en débattra tous ensemble. Putain, t'es bon, j'ai juste envie d'en débattre avec toi là. C'est. Aïe aïe aïe. Saut à la perche. Ah, Duplantis, il va nous claquer un petit score. Pas en athlé. En vrai, si tu vas checker record olympique au global. Après, on parle de records olympiques ou records mondiaux? Parce que tu vois, si on se parlait justement des records de quand ils datent et tout. Merde, mais là, on va rien voir. Attendez, je vais mettre l'inverse plutôt. Les records, ils datent de quand? Bon, 100 mètres, tout ça. Donc 2012, 2008. C'est quoi les plus vieux records? 2004. 110 mètres haies. Oh, Liu Xiang. C'est vrai que c'était à l'époque Diagana et tout, lui. 68, le saut en longueur. 8,90 m, ça a toujours pas été dépassé, Bob Beamon? « 8,90 m, frère, en même temps. T'imagines? 8,90 m. C'est genre... Et ils font combien? Genre... championnat du monde, saut en longueur. « 8,54 m. 8,34 m. Ah ouais, ils sont à 36 cm. Et lui, c'est quoi son record global, là? Wayne, 8,50, il a fait au max. Les coups qui a gagné, là, je comprends pas. 8,24. Mais lui, il a moins, lui. Je comprends pas. Il a gagné quand même? Ah non, vainqueur, pardon. C'était Tedoglou. Tedoglou, il nous fait combien? Ah, Tedoglou, il a l'air costaud, hein. 8,52, 8,55. Ah, Tedoglou, je suis pas spécialiste sur en longueur, mais Tedoglou a surveillé, le gars. Hein. Tedoglou, il a l'air d'aimer gagner, quoi. Monte le saut. Bah après, en fait, comme il est seul, t'as moins le côté waouh, je trouve. Waouh. On le prend pleine poire, là. Voilà, c'est... Ça reste ouf. Non, mais c'est pas... Ça fait 60 ans qu'il a son record, les gars. Previous Official PB, 8,33. Non, mais il a augmenté de 40 cm. Almost doesn't qualify for final. Non, mais attends, il s'est passé quoi? Le gars, il a failli pas se qualifier. Il était à 8,33. Il a envoyé 40 cm plus loin. Déjà, il a 1,30 m de jambes. Hein. « 8,90 même, pardon. Oh lolo. Ah ouais, là, c'est... Donc, t'as lui,
Lui, ça doit être le plus vieux, limite. Hein. 96, t'as saut en hauteur. Charles Austin, là, ce qu'on se disait. Parce que ça, c'est olympique. T'as des records... En fait, t'as des records mondiaux qui doivent être encore plus hauts. Parce que les records mondiaux, tu peux les battre n'importe quand. Enfin, tu peux les battre au championnat du monde, mais championnat d'Europe, tu le bats quand même. Tu peux faire un temps qu'il est homologué, quoi. Là, c'est tous les 4 ans, quoi. Donc, record olympique, c'est useless. Bah, après, c'est costaud, parce que, tu vois, t'as moins de fenêtres de tir pour perf, entre guillemets. Mais ça doit être encore plus haut, quoi. Oh, Marie-Jo! Marie-Jo! Oh, Marie-Jo, elle a toujours le record du 400 mètres, hein. Atlanta 96, hein. Marie-Jo, quoi. Ouais, déjà, à l'époque, le record mondial était en 47,6. Mais du coup, elle a tombé le record olympique et depuis, il n'a pas été battu. Ça, c'est... Et à l'heure actuelle, c'est combien, genre? Record 400 mètres monde femme. Record du monde du 400 mètres. Féminin. C'est combien? C'est 47,6 maintenant. Ah ouais, quand même. Alors que Nicole Duclos et Colette Besson. Hein, Nicole Duclos et Colette Besson. Tu vois, bah... Colette, elle est là. Colette en 68. Colette, elle nous a pris une médaille d'or au JO, hein. Attendez, Colette, on clique au hasard et... 13 fois championne de France. Mais Colette, la petite fiancée de France. La cavale brune. Oh, les surnoms. Oh merde, elle est morte assez jeune en plus. Colette Besson à gauche. Voilà, elle s'est fait déposer, Colette, là. Ah, c'était à l'arrivée d'un relais. Ça... Tu peux remettre le 4x400 avec Floria Gay. Non, je l'ai trop vu récemment. C'est un truc, j'ai besoin de recharger ces batteries-là pour le redécouvrir intégralement. Tu vois, le alors peut-être et tout. Il faut s'accorder le fait de ne pas le revoir trop fréquemment pour pouvoir reprendre, tu vois, cette claque. Si tu le mates toutes les 2 semaines, on le remettra en légende. Pense à nous, les camés. Non, c'est important, c'est important. Sinon on banalise, ça devient, tu vois... Alors que moi, je vous parle de Colette Besson et... Colette Besson, qu'est-ce qu'elle nous a fait, tu vois? Colette Besson, championne de tout, Colette Besson. Hein. Ah putain, Colette. Colette, elle est partie cancer de la gorge en 2003. Putain, Colette, elle a donné, Colette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En 88. Oh, le 4x400... sous grosse Union soviétique. 800 mètres, Nadia Olizarenko. Ah, et Griffiths aussi, là, c'était le record, justement, qui disait que c'était louche, là. C'est ce qu'il disait. Ah, c'est les records sous picouse, quoi. Ah, Séoul en 88. Ah, il y avait garden party chez le médecin, j'ai l'impression. Hein. Séoul 88, vraiment... C'est si tu pétais pas ton record, vraiment. Non, honnêtement, Séoul 88, fallait minimum améliorer de 4-5 secondes. Piste rapide, t'inquiète. Ah ouais, non, mais... Ça, c'était autre chose, quoi. Non, mais écoutez, bien sympa, en tout cas. Renaud Lavillenie, la légende. Non, mais je voulais voir cette vidéo, c'est pas mal, leur truc. Hein. Ils avaient des ventilos. Ah bah, t'en as beaucoup, Brain Shadow, quand même. C'est... T'es mal la médaille d'or australienne au JO d'hiver. Il n'y en a eu qu'une. Médaille d'or. Australie, JO hiver. Ah, c'est pas le patinage? C'est quoi? Bradbury. Ah, mais Bradbury, c'est vachement connu, non, comme histoire, attends. C'est pas le mec où tout le monde est tombé, il est passé? Bradbury avait fait sensation au jeu de Salt Lake. De Salt Lake City, courir. Ah si, c'est lui. Les 2 premiers se qualifient pour le tour suivant. Et maintenant, votre attention, car arrive le premier temps fort de la Bradbury, une 3e place synonyme d'élimination, mais oui, sauf
que le jury de course décide, après visionnage, de disqualifier le second pour ce contact illicite dans le dernier virage. Devinez donc qui fait tomber l'autre. Le deuxième temps de la Bradbury, c'est une demi-finale réunissant un Américain, un Coréen, un Chinois, un Canadien et donc toujours notre Australien en queue de peloton avant un dernier tour surréaliste. Une première chute, puis une deuxième chute, 3 concurrents au tapis et là encore, devinez qui se qualifie grâce à une deuxième place. La légende. Je comprends rien. Le troisième et dernier temps de la Bradbury, c'est une finale avec peu importe qui d'ailleurs, puisque l'on ne retiendra comme d'habitude que le nom du champion olympique. Petite précaution à prendre pour les non-initiés à la Bradbury, pensez à bien éloigner les enfants de ce qui suit, en l'occurrence l'apothéose finale commentée par Nelson Montfort et Jean Réveillon. Oh la folie. Attention aux Chinois, attention aux Chinois, là ça oh là 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 là, et c'est l'Australien qui gagne, incroyable, c'est l'Australien qui est passé. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait les phases avant de qualif. Steven Bradbury signe donc la plus improbable victoire des Jeux Olympiques d'hiver. Bref, vous l'aurez compris, la Bradbury n'est ni plus ni moins qu'une version moderne de la célèbre fable des lièvres et de la tortue. L'autre, il s'est vite relevé quand même. Hein. Ah, lui, il se relève. Je sais pas s'il arrive à finir. Ah, il finit 3e, le mec qui s'est relevé. C'est une stratégie en soi. Ah bah ouais, là, c'est... Ah, je me souvenais pas. Je savais qu'il y avait eu ça, mais je me souvenais pas que le gars, il avait comment ça s'appelle été qualifié de justesse grâce à des chutes avant aussi.